Voilà le lent et le rapide. Le voilà. Tout petit bout de rien qui entre de ce côté, flash, et le voilà qui monte. Et voilà la deuxième traînée ici. Maintenant, nous allons voir cette partie-là grossie à l'ordinateur. Et nous allons remarquer des particularités assez curieuses. Les bips du côté droit. Il y a des bips continus ou bien des impulsions lumineuses. Ça, c'est l'objet lent. Et voilà le rapide. Il ne bip pas vraiment. Il va arriver. Celui-ci bip et celui-là bip. Le voilà flash et il remonte. Et celui-là monte. Ça, ce sont les deux qui suivent aussi vers le haut. Celui-là aussi, vous le remarquerez, a une petite lumière qui clignote sur le côté droit. Il ne roule pas. Il ne roule pas comme le feraient des particules de glace. Et maintenant, après ça, nous allons voir l'objet principal. Donc, ils suivent leur trajectoire jusque-là. Ça, ce sont deux objets qui pourraient être intéressants. Des particules de glace, elles rouleraient. Voilà le principal. Ça, c'est juste un grossissement à l'ordinateur. Voilà la basse atmosphère, et il vient par ici et monte en flèche, comme ça. Voyez le flash? Il part et il sort. Voilà la traînée. Ça traverse là et ça sort clairement là. Et ils sont tous venus de cette direction. Celui-là aussi remonte. Vous voyez les voilà. Ça, c'est le rapide, voilà. Et c'est à peu près tout. Je crois qu'il est important de noter qu'il y a 4 scientifiques de la NASA à qui on a demandé de regarder cette cassette et de donner leur avis. Et il faut se rendre compte, c'est important, qu'ils ont sûrement fait leur travail et qu'ils l'ont bien fait. On les a sans doute tirés de leur routine habituelle et on leur a simplement demandé de visionner un film. On ne leur a pas demandé d'en faire une analyse scientifique, écran par écran, ni rien qui ressemble au travail que j'ai fait. Simplement de regarder, de trouver une explication plausible. C'est ce qu'ils ont fait et ils l'ont très bien fait. Et de leur point de vue, au niveau où ils l'ont analysé, je vois très bien pourquoi ils ont pensé ce qu'ils ont pensé. Et si on pouvait pousser un peu plus loin l'analyse, je crois que vous voyez bien que ça ne tient pas vraiment le choc. Je ne pense pas qu'il faille considérer ça comme un conflit, nous contre la NASA. Pas du tout. On peut espérer que les scientifiques de la NASA s'intéressent au problème et que nous sommes tous des habitants de la planète Terre qui cherchons à comprendre ce qui se passe. Et tout scientifique digne de ce nom devrait avoir envie d'étudier ça un peu plus profondément. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, regardons un peu la navette. Où les caméras sont-elles fixées? Voici la navette et voici la soute. Et les portes là s'ouvrent, bien sûr. Et il y a plusieurs emplacements possibles pour la caméra. Une possibilité, c'est le centre de la navette, ici. Une autre serait sur le bras qui se déplie. Et ça pouvait être aussi à l'avant. Mais il y en a aussi une à l'arrière, et c'est celle-là dont il s'agit. Elle était environ là, sur ce côté de l'arrière, et elle était dirigée plus ou moins dans cette direction. Dirigée vers le haut, comme ça. Donc si ça, c'est le point mort, et que l'objet qu'on voit dans le film est là, alors si ce sont des particules de glace, ça veut dire qu'elles volent plus ou moins quelque part par là. Si ce sont des particules de glace. Et celle qu'on voit sur la droite serait un peu plus par là. Mais globalement, la zone concernée se trouve en haut de ce côté de la navette, en allant par là. S'il s'agit de particules de glace, j'ai calculé qu'elles devraient être environ à 30 mètres au-dessus des fusées de correction d'attitude. Ce qui les placerait, la navette fait environ 6 mètres de largeur, à 30 mètres, soit à peu près par là. Donc si ce sont des particules de glace, l'objet principal serait quelque part par là. Il faut bien garder cela présent à l'esprit quand nous chercherons laquelle des fusées de correction d'attitude a pu servir, parce que ça part comme ça. Donc celles-ci sont évidemment hors jeu parce que ça ne peut en aucun cas avoir été celles qui sont à l'avant. Donc les autres possibilités, c'est qu'il y ait d'autres fusées de correction d'attitude par là, de ce côté-là, et la même chose de l'autre côté. Je pense qu'on peut raisonnablement supposer qu'elles seraient placées ici parce que les objets sont là et que celui-là remonte dans cette direction. Donc c'est ce groupe-là qui doit être responsable. Les fusées vont toutes dans la même direction. Not very well. Elles semblent toutes situées à l'arrière.
Ces trois-là montent comme ça. D'autres vont au-dessus, d'autres en arrière et d'autres en bas. Il y a deux sortes de fusées de correction d'attitude sur une navette. Il y a deux sortes de fusées de correction d'attitude sur une navette. Les fusées normales et les fusées Vernier, qui sont beaucoup moins puissantes. Les fusées normales ont une poussée d'environ 870 livres, et les Vernier ont une poussée d'environ 24 livres. Quand une fusée normale s'active, n'importe laquelle de ces fusées normales, la navette elle-même réagit en tournant d'un côté ou de l'autre. C'est à ça qu'elles servent. C'est ça, à corriger l'attitude. Maintenant, mettons tout cela de côté pour l'instant pour nous expliquer un peu plus en détail. Les fusées sont faites pour que la navette fasse ceci, ou ceci, ou ceci, selon qu'on tire celle-là ou une autre, pour modifier la position ou l'orientation dans l'espace. Alors j'ai des chiffres que m'a fournis James Oberg sur le degré de rotation ou l'accélération angulaire que produit chaque fusée de correction d'attitude. Et il se trouve, simplement pour vous donner un peu plus d'informations, qu'il y a 38 fusées de forte puissance et 6 fusées Vernier. Nous en avons déjà laissé 14, plus 2 là, nous avons déjà éliminé celle-là. Mais de chaque côté, il y a encore 12 normales et 2 Vernier ici et ici. Et je sais dans quelle direction celle-là s'active. Mais si on considère l'accélération produite par les fusées de correction d'attitude normale, et vu que le film continue 65 secondes après que l'objet est remonté en flèche, on peut calculer de combien de degrés l'image aurait dû tourner. Et il se trouve qu'il aurait dû y avoir une rotation de 6 degrés environ, ce qui serait nettement visible dans l'image de la navette. Comme il n'y a aucune rotation de l'image, cela élimine les 24 fusées principales, et ça ne laisse que 2 Vernier ici et 2 Vernier là. Il faut que je vous montre les images pour vous faire voir à quel point l'image aurait changé du fait de cette rotation. Je vais vous la montrer. Voici un schéma simplifié, sans les objets secondaires. Voici notre objet principal qui arrive. Voilà le flash et il file dans cette direction. Et voilà le numéro 2 dont nous avons parlé, qui arrive et qui file aussi vers le haut, comme ça. Ça, c'est l'extrémité de la zone d'ionisation. L'horizon est là, mais ce qu'on voit, et qui ressemble à l'horizon sur les images, est en fait le haut de la zone d'ionisation. Je vais vous montrer un autre schéma. Ça, c'est ce qu'on a en réalité, et ça, c'est ce qu'on voit pendant toute la durée, les 65 secondes après qu'il remonte. C'est ici qu'aurait été la zone d'ionisation si l'une des fusées principales s'était activée. Il se serait déplacé de là à là. Et ce n'est clairement pas ce qui se passe. Parce que si nous revenons à la navette, disons que cette fusée de correction d'attitude part dans cette direction. Ça va provoquer une rotation de la navette dans ce sens. Et la caméra tourne aussi. Donc on peut calculer ce qui se passerait. J'ai parlé de 6 degrés. 6 degrés, ça fait ça. Et ça, évidemment, ça se remarquerait. Et ça n'est pas ce qui se passe. Ce qui nous permet d'éliminer 38 fusées. Et il ne nous reste que les 6 fusées Vernier. Laissez-moi vous expliquer un peu comment on peut obtenir les 3 composantes de la vitesse, gauche, droite, haut, bas et profondeur, à partir d'un écran de télévision plat. Si vous voulez bien imaginer que nous sommes au-dessus et que nous regardons la caméra. Et vous voyez, la caméra est ici et elle regarde dans cette direction. Donc le milieu de l'image caméra se situe sur cette ligne. Et quand on regarde dans la caméra, on peut tirer un trait là. C'est là que se trouverait l'écran de télévision. Et quand on regarde dans cette direction, la gauche et la droite sont vraiment à gauche et à droite. Mais regardez ce qui se passe, et c'est là l'idée clé. Regardez ce qui se passe quand on regarde par là, sur l'écran, et l'image qu'on est en train de prendre. On regarde dans cette direction, et la gauche et la droite deviennent comme ça. Et remarquez que la gauche et la droite comprennent maintenant une partie de la profondeur, la 3e dimension. Et en conséquence, cette information est captée sur le film.
Donc, s'il existe un moyen d'extraire cette information du film et de la quantifier, alors on peut obtenir le mouvement en profondeur, en largeur et en hauteur. Je peux aussi faire la même chose en partant des côtés, mais le raisonnement est similaire. Donc, tenons-nous-en là. Ce que je veux dire, c'est que même si l'écran est plat, parce que la gauche et la droite, vues sous cet angle, prennent de la profondeur, cette information existe dans le film. Donc, on peut en tirer toutes les dimensions. Si ce genre de choses vous intéresse, ce que je viens de vous décrire avec des mots, c'est que lorsque nous regardons avec la caméra, nous regardons en coordonnées sphériques. Et nous pouvons ensuite traduire les coordonnées sphériques en coordonnées cartésiennes. Et c'est comme ça que nous obtenons la troisième dimension.